Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue aussi aux rencontres astronomiques du printemps 2024. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Boutini. Bonjour. Dominique, tu travailles au CNRS. Oui, c'est ça, je suis chercheur au CNRS, au laboratoire d'Annecy de physique des particules. Et donc je travaille sur le projet Vera Rubin Observatory et je suis responsable du groupe qui travaille sur ce projet au sein du laboratoire. Donc tu es astrophysicien et astronome amateur aussi. Aussi, ouais, j'étais même astronome amateur avant d'être astrophysicien. Et voilà. J'étais aussi avant physicien des particules. Alors, tu étais à ces rencontres astronomiques du printemps pour présenter notamment une conférence sur les télescopes Vera Rubin, aussi connu sous le nom de LSST. Projet principalement américain, mais aussi avec une contribution des Français et des Chiliens. Alors, principalement américains et chiliens. Américains et chiliens, c'est ça. À la base, c'est américains et chiliens. Le Chili essentiellement pour la contribution majeure pour le site sur lequel est installé l'observatoire. Et il se trouve que pour tout un tas de raisons scientifiques, historiques, etc., la France a eu l'opportunité de participer au projet Rubin dès le départ en tant que constructeur. Donc en fait, on est le seul pays en dehors du Chili et des États-Unis à être constructeur de l'observatoire. Donc, toi, tu es responsable des équipes du CNRS d'Annecy. C'est ça. Quelle est votre contribution sur ce projet? Alors, sur notre contribution sur ce projet, c'est essentiellement, sur la partie technique du moins, c'est essentiellement au niveau du traitement des données. Donc sur l'informatique. Moi, c'est vraiment ma partie en quelque sorte, et aussi ainsi que mes collègues. Donc puisqu'on va traiter des quantités de données absolument énormes. Alors donc il faut développer. Une image, c'est plus d'1 milliard de pixels. Alors une image, c'est 3,2 milliards de pixels. 3,2 milliards de pixels, et il y en a toutes les combien de secondes? Il y a une image toutes les 40 secondes, toutes les nuits pendant 10 ans. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à faire le calcul. Donc il y a une quantité de calcul complètement dingue. Je me rends pas bien compte la quantité par rapport à ce qui avait servi pour le large, pour le Event Horizon Telescope. Eux, ils y allaient en brouette de disque dur aussi. C'est pas tout à fait pareil. Ouais, non, mais effectivement, on pourrait comparer un petit peu à ce type de projet avec des quantités de données, en effet, sur des brouettes ou des palettes de disques durs. Donc on va avoir 15 téraoctets de données par nuit. À la fin du projet, on aura une base de données dans laquelle on aura enregistré la position et les caractéristiques de toutes les galaxies qu'on pourra imager depuis l'hémisphère sud, et qui fera quand même 20 pétaoctets de données, donc 20 000 téraoctets. C'est bien monstrueux. Enfin, voilà, donc c'est beaucoup de superlatifs. Donc rappelons que le télescope Vera Rubin, c'est un télescope massif de 8 mètres de diamètre, pour 6 mètres effectifs entre guillemets de surface, qui a deux missions: la recherche et la cartographie d'astéroïdes et d'astres qui est donc errant dans le système solaire. Ça, c'est une des missions, c'est pas du tout la mission principale, mais ça peut nous servir aussi à continuer à connaître. Il y a à peu près 1 million de petits corps qui sont catégorisés actuellement dans le système solaire. Le risque, c'est d'avoir un géocroiseur un jour qui pourrait être dangereux. Donc il faut les connaître, il faut les suivre. Mais la mission principale, c'est la recherche de la matière noire. C'est la recherche, alors c'est plutôt la cartographie de la matière noire, de manière à comprendre l'évolution de l'univers et essayer d'avoir des éléments pour comprendre un peu ce qu'est cette mystérieuse énergie noire, qui fait que l'univers accélère son expansion depuis 6 milliards d'années. Et ça, on le constate, mais on ne le comprend absolument pas. Donc on va braquer notamment ce télescope sur des amas de galaxies pour essayer de voir, cartographier finalement, tridimensionnellement, la gravitation au sein de ces amas de galaxies. C'est une des façons de faire, donc en effet, de regarder comment au cours de l'évolution de l'univers, les grandes structures se sont structurées pour former par exemple les amas de galaxies. Il se trouve que c'est le sujet sur lequel on travaille à Annecy d'ailleurs, le sujet scientifique. Mais on peut aussi faire une cartographie globale de l'ensemble des galaxies. Cartographier, on parle de 3 milliards de galaxies qui seront cartographiées très très précisément, et à partir de la distribution
dans l'univers de ces galaxies, arriver à reconstituer l'évolution de l'univers sur en gros les 8 derniers milliards d'années. Alors là, techniquement, ça va être tous les catalogues, bien au-delà du catalogue NGC, ça va être du catalogue PGC, etc. Ah oui. En fait, on a l'impression sur nos photos quelquefois qu'on a des étoiles qui sont un petit peu floues, machin, etc. Et quand on fait une astrométrie, on découvre qu'en fait, ce sont beaucoup des galaxies, des quasars, etc. Donc ça, on peut le remarquer avec PixInsight notamment. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la contribution des Français globalement sur le projet LSST? Parce qu'il n'y a pas que ton équipe d'Annecy. Non, il y a une dizaine de laboratoires en France. Alors avec une partie, notamment avec le centre de calcul de l'IN2P3 à Lyon, à Villeurbanne plus exactement, qui est le gros centre de traitement de données, qui va être chargé du traitement de 40% des données de l'observatoire Rubin. Donc ça, c'est une des contributions. Et il y a également toute la contribution technique à la caméra, la construction de la caméra, et notamment au système qui permet de changer les filtres. Système changeur de filtres, qui est une espèce de robot en fait, en quelque sorte. Assez monstrueux. Assez monstrueux, qui va être capable d'aller chercher des filtres sur un barillet et d'aller les positionner en face du plan focal de la caméra, avec une précision, en restant extrêmement précis et surtout sans casser les filtres. Et en quelques secondes pour des filtres qui font entre 50 et 60 kg. Ouais. Ouais, on n'est pas sur des filtres c'est des fils qui font 70 cm de diamètre. C'est très très particulier. De fou. Donc voilà, le télescope VRA Rubin, c'est un télescope de tous les superlatifs. C'est un monstre. C'est juste un truc de psychopathe. Il faut être très honnête. Et donc tu vas nous présenter notamment tous les aspects techniques de ce télescope avec des photos assez inédites finalement, parce que tu as eu l'occasion d'y aller déjà plusieurs fois, de voir la fabrication, les différentes étapes. Tu as des photos du transport, etc. Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est très facile d'accès, mais c'est absolument passionnant. Dominique, merci beaucoup pour cette conférence. Et puis on vous souhaite une bonne conférence et à très bientôt sur la chaîne Astro. À bientôt. Donc, ça commence mal. Je me présente, je suis Dominique Boutigny, je suis chercheur au CNRS. Je travaille à Annecy-le-Vieux dans un laboratoire du CNRS et je travaille sur ce projet de l'observatoire VRA Rubin depuis 11 ans. Donc ça vous donne une idée déjà des ordres de grandeur enfin du moins des échelles de temps pour la construction de ce type d'instrument. Et donc c'est un télescope à très grand champ et je vais vous expliquer en quoi ça va nous permettre de sonder l'univers et en quoi ce télescope est quelque chose de radicalement nouveau. Alors je commence par la fin en fait pour vous montrer d'abord le télescope qui se trouve au Chili sur le Cerro Pachón. Ici c'est le télescope Rubin, c'est une photo relativement récente. Sur l'arrière ici, on voit les autres télescopes avec le Gemini Sud et le télescope SOAR qui sont sur le même pic. Le télescope VRA Rubin, il ressemble à ça. Alors on ne se rend pas forcément compte, bon d'une part c'est très gros évidemment, mais on ne se rend pas forcément compte ici, mais en fait c'est une grosse galette. Il est vraiment, la caractéristique de ce télescope, c'est qu'il est extrêmement ramassé. Et ça, on le voit ici sur cette image-là. Alors déjà, c'est un très grand un système à 3 miroirs, un très grand miroir de 8,40 m, miroir primaire. Un secondaire qui fait 3,40 m. Et un tertiaire qui est taillé dans le primaire et qui fait 5 mètres de diamètre. Alors, ça permet de couvrir un champ de 10 degrés carrés. C'est équipé avec une caméra qui fait 3,2 milliards de pixels. C'est cet objet-là qui vient juste d'être fini de construire. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et une des caractéristiques du télescope, ça va être d'être très rapide. C'est-à-dire qu'il va prendre une paire d'images, 2 images de 15 secondes, toutes les 40 secondes, toutes les nuits pendant 10 ans. Et ça, c'est vraiment ça qui est complètement nouveau. Donc ça va permettre d'atteindre la magnitude 23 sur une seule image, et après avoir empilé les images sur 10 ans, on atteindra une magnitude aux alentours de 27. Alors la question vous pouvez peut-être vous poser, c'est pourquoi faire?
Alors là, il faut revenir un petit peu en arrière, en fait, le début du projet. Ce monsieur-là, Anthony Tyson, qui est chercheur à l'Université de Californie, Davis, et c'est vraiment le papa de l'SST, celui qui a conçu ce télescope pour cet objectif-là. Et font remonter en 1989, disons, il travaille à ce moment-là sur des images d'amas de galaxies. Donc ici, vous avez une image d'amas de galaxies, je suppose que c'est de l'argentique à cette époque-là. Et il se rend compte qu'on a la possibilité, en observant la forme des petites galaxies en arrière-plan de l'amas, de calculer la distribution de la matière noire, en fait, à l'intérieur de l'amas de galaxies et de mesurer sa masse. Donc c'est lui qui a établi ça. Alors en parallèle, en Europe, il y avait des équipes, en particulier celle de Yannick Mélier, et qui ont travaillé sur le même type de choses et qui sont arrivés à peu près en même temps au même résultat. Donc l'idée, c'est que si vous avez des galaxies, là vous imaginez les galaxies d'arrière-plan, s'il y a une masse importante liée à un amas de galaxies, par exemple, eh bien, dû aux effets de lentilles gravitationnelles, les images des galaxies d'arrière-plan vont se modifier très très légèrement. Et c'est en exploitant ces toutes petites modifications, de manière statistique, qu'on arrive à reconstruire la masse de l'amas qui a dévié les rayons lumineux par l'effet de la gravitation. Donc si vous voulez, l'idée c'est un peu celle-là, c'est-à-dire que vous êtes là, sur cette face du parallélépipède, vous regardez des galaxies qui sont très très lointaines, les rayons lumineux qui proviennent des galaxies qui sont très lointaines vont être déviés par la matière, essentiellement la matière noire, tout le long du trajet des rayons lumineux, et vous allez voir quelque chose qui va être légèrement modifié. Alors on est dans un régime qui est complètement différent. Là vous voyez par exemple, on distingue des arcs gravitationnels. Ça c'est le régime des effets de mirage gravitationnel fort. Là on est dans un régime faible où on ne peut exploiter cette information-là que de manière statistique. Donc il réussit à montrer ça. Et dans les années 2000, alors il faut quand même se rendre compte qu'à la fin des années 90, c'est juste à ce moment-là où on commence à établir l'existence de l'énergie noire qui tend à accélérer l'expansion de l'univers. Avant ça, le modèle cosmologique qu'on a, c'est un modèle cosmologique où il n'y a que de la matière noire. Et ça pose tout un tas de problèmes d'ailleurs. Donc on est vraiment à cette période-là, l'énergie noire vient juste d'être établie, et ces personnes proposent de construire un télescope spécial pour mesurer la distribution de la masse dans l'univers relativement proche. Alors quand je dis relativement proche, c'est jusqu'à 8 milliards d'années-lumière de nous. Ça, c'est ce qu'on appelle proche chez nous. Donc l'idée, c'est vraiment de reconstruire cette espèce de carte ici, à partir de ces effets de lentilles gravitationnelles, pour reconstituer la distribution de la masse dans l'univers. Et pour ça, c'est une technique d'utilisation de ce qu'on appelle du lentillage gravitationnel, ce qu'on appelle le cosmic shear, à très grande échelle. Et ça, c'est encore Tyson qui est dans la bande aussi de ceux qui l'ont démontré. C'était démontré en 2000 avec l'observation d'un signal en mesurant 145 000 galaxies à l'époque. Et ça a été fait déjà au Chili sur le télescope Blanco de 4 mètres, qui était équipé par pas la première, mais une des premières caméras CCD. Donc ça date de 1998, qui s'appelait la Big Throughput Camera, donc qui a été construite par Tony Tyson et Guy Bernstein. Donc vous voyez que cette personne-là est vraiment clé partout pour amener les briques de base pour construire ce télescope tout à fait particulier. Cette caméra-là, elle est même tellement célèbre qu'elle est exposée au Smithsonian Museum à New York. C'était, comme vous pouvez le voir, c'était 4 CCD. Et ça amène Tony Tyson et ses collègues à proposer ce qu'ils appellent à l'époque le Dark Matter Telescope. Donc vous voyez là, à cette époque-là, donc au début des années 2000, fin des années 90, le focus, il est vraiment orienté sur la matière noire. On n'a pas encore compris l'importance de l'énergie noire vraiment au niveau de la cosmologie.
Donc il propose ça, et bah, comme souvent dans un grand projet scientifique, bah, ça commence par un petit dessin. Et ça, c'est un dessin original de Roger Angel de l'Université d'Arizona, pas sur un coin de nappe, mais sur un transparent. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vous rappelé, si vous avez connu pour certains, les transparents en plastique qu'on mettait sur un vidéoprojecteur. Bah, eh bien, ça a été fait à ce moment-là. Donc, ils se sont dit, bah voilà, on veut un grand télescope, on veut un truc qui fasse à peu près 8 mètres de diamètre. On veut se mettre ça dans un très bon site, donc avec un seeing de l'ordre de 0,5 arc seconde. Une caméra CCD avec une excellente résolution, donc avec des gros pixels, donc 13 à 15 microns par pixel, bon, celle de Rubin fera 10 microns. Et pour avoir un bon échantillonnage qui correspond à tout ça, bah, il nous faut une focale de 10 à 12 mètres, donc un rapport F sur D de à peu près 1,25. Donc vous voyez que sur ce petit dessin-là, eh bien, on a déjà la conception de ce qui va devenir le Vera Rubin Observatory. Alors, pour avoir un champ qui correspond au plan focal de la caméra, celui de LSST fait 65 cm de diamètre. Pour avoir un champ plat et parfaitement corrigé, il faut obligatoirement avoir une optique à 3 miroirs. On ne sait pas faire avec 2 miroirs. Donc c'est une optique à 3 miroirs particulière qui permet de s'affranchir de la plupart des aberrations optiques. Donc à l'origine, bon, bah, on trouvait le primaire, le secondaire ici, et puis un miroir tertiaire qui était en retrait ici. Donc ça, c'est vraiment le concept de base de l'observatoire Rubin. Et on trouve dans la littérature une présentation de Tony Tyson qui dit on propose donc la construction d'un télescope de la classe 6 mètres. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le télescope Vera Rubin, il fait 8 mètres, mais il a une telle obstruction en fait qu'au niveau de la quantité de lumière captée, c'est l'équivalent d'un peu plus de 6 mètres. De la classe 6 mètres, avec un instrument qui est optimisé pour poursuivre un seul but, mesurer la distribution de la matière noire dans l'univers. Et il rajoute que les clusters, les amas de galaxies, sont comme l'écume sur les océans, mais pour réellement répondre à la question centrale de la cosmologie, où est la masse dans l'univers, on doit étudier l'océan directement. C'est un petit peu lyrique, mais voilà. Donc ça aboutit à une première proposition officielle en 2000, proposition qui est soumise aux agences de financement américaines, aux agences également, à la communauté des scientifiques qui doivent établir les priorités pour les très grands projets d'astronomie au cours des 10 ans, des 10 ans qui suivent la réunion de ces comités. Donc il y a à peu près 10 ans de maturation, et au bout de ces 10 ans, il y a une recommandation américaine pour la construction du Large Synoptic Survey Telescope, LSST, comme première priorité pour l'astronomie au sol aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est vraiment une priorité américaine pour l'astronomie. Alors depuis, le programme scientifique il a évolué, c'est-à-dire qu'on est passé d'une étude de la distribution de la matière noire à plutôt une caractérisation de l'énergie noire pour essayer de comprendre quel est le phénomène qui fait que depuis 6 milliards d'années, l'univers a tendance à accélérer son expansion. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne comprend absolument pas. Mais pour ça, on a quand même besoin de la matière noire, de manière à étudier la distribution de cette masse dans l'univers, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on arrive à ça, donc le LSST, à cette époque-là, donc le Large Synoptic Survey Telescope, qui est construit au Chili. Alors vous voyez, Santiago est ici, donc c'est plutôt dans le nord du Chili. C'est à côté de La Serena, où il y a déjà des équipements américains pour l'astronomie. Et c'est dans la cordillère des Andes, hein, pas très loin de la côte, hein, finalement c'est qu'à 70 km de la côte. Ça c'est la caractéristique du Chili, en fait vous n'êtes jamais vraiment loin de la mer, et jamais vraiment loin de la montagne, et dans un site tout à fait intéressant, puisque les mesures ont montré qu'il y avait un signe, donc une mesure sur la turbulence, des turbulences qui sont vraiment minimales. Alors depuis, ça s'est compliqué au niveau du nommage du télescope, c'est pour ça que c'est un gros bazar et que tout le monde s'y perd. Maintenant, c'est devenu l'observatoire Vera Rubin, en hommage à Vera Rubin, qui a fait toutes les mesures hyper précises sur les courbes de rotation des galaxies pour établir l'existence de la matière noire ou de quelque chose qui lui ressemble fortement. Le télescope lui-même s'appelle Charles Simonyi. Charles Simonyi, c'est le monsieur qui a inventé Excel, le tableur.
qui est multimilliardaire. Il a été 2 fois dans la Station spatiale internationale, etc. Donc il a largement financé le miroir. Et pour le remercier, donc, le télescope s'appelle Charles Simonyi. Je pense que dans le grand public, vous n'entendrez jamais parler du télescope Charles Simonyi parce que ça ne s'est pas vraiment propagé pour l'instant. Et le programme d'observation lui-même s'appelle toujours LSST, mais ça ne veut plus dire la même chose. Ça veut dire le Legacy Survey of Space and Time. Donc ça, c'est le programme d'observation qui va utiliser le télescope pendant 10 ans pour faire les mesures dont je vous ai parlé sur la cosmologie. Tout ça se trouve à 2700 mètres d'altitude, et ça, c'est une photo que j'ai prise il y a pas très longtemps au Chili. Bah, ça date d'1 an, en fait, quasiment jour pour jour. Alors le système optique, il a un petit peu évolué par rapport au schéma de départ. Maintenant, on a bien toujours le système à 3 miroirs, mais le miroir tertiaire est creusé dans le primaire. Ça, c'est une première. Ça n'a jamais été fait dans aucun télescope jusqu'à présent. Le tertiaire et le primaire sont dans la même galette de verre. Donc c'est tout pour ceux qui seraient intéressés, c'est une formule Paul Baker et qui est modifiée dans le sens où le tertiaire est creusé dans le primaire. La focale est de 10,3 mètres, ce qui fait un rapport F sur D de 1,23. Donc vous voyez qu'on retrouve exactement les chiffres qui étaient calculés par Tony Tyson quand il a proposé ce projet. Il y a un correcteur de champ à 3 lentilles qui est vraiment minimal. C'est-à-dire, en fait, le champ, il est déjà parfaitement corrigé, il est déjà quasiment plat quand il arrive au niveau du plan focal de la caméra. Mais pour améliorer cette correction, et surtout pour corriger le chromatisme qui est introduit par la fenêtre, qui est la fenêtre de verre, de quartz, qui est à l'entrée de la caméra, on est obligé de faire ce correcteur de champ. Alors, le correcteur de champ, c'est quand même un objet qui fait 1 mètre d'épaisseur. Et au passage, vous noterez que la lentille L1 fait 1,55 m de diamètre, ce qui en fait officiellement, je crois qu'elle est inscrite au Guinness des records, la plus grande lentille qui ait jamais été réalisée pour l'astronomie. Donc vous allez voir, le télescope est vraiment le télescope de tous les superlatifs. Alors vous allez dire, un télescope de 8 mètres, il y en a déjà plein dans le monde. Hein. Si vous regardez à Hawaï, au Chili, le VLT, le Keck, le Gemini Sud, c'est déjà un 8 mètres. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le champ. C'est-à-dire qu'à chaque image, on va avoir un champ qui va être gigantesque. Donc là, je me suis amusé à reprendre cette image qui a été publiée assez récemment, où ça c'est une image plein champ du télescope spatial Euclide, qui a été envoyé dans l'espace il y a environ 6-7 mois, je crois, et donc qui s'est amusé parce que en fait c'est pas du tout son objectif n'est pas de photographier la tête de cheval, mais pour faire une belle image et montrer les capacités de l'instrument, ils ont photographié la tête de cheval, et donc ça c'est le champ qui est couvert par Euclide. Ça c'est une image qui a été faite par Hubble. Et ça m'a un petit peu surpris parce que ça me paraissait être déjà un grand champ. Et en fait, j'ai regardé, c'est une mosaïque de 4 images de Hubble. Et ça correspond à peu près au champ du James Webb Telescope, donc qui correspond du haut de la tête de cheval. Et derrière, vous pouvez apercevoir les galaxies d'arrière-plan. Alors, je me suis amusé à aller sur Aladdin. Et puis, j'ai repris une image de DSS de la tête de cheval. Je l'ai mise à peu près à la dimension du champ couvert par LSST, et ça donnera ça. Donc vous voyez, on ne peut pas comparer Hubble et Vera Rubin. Au niveau du champ, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes qui font une science intéressante pour les deux, mais qui n'a rien à voir et qui ne se comparent pas. Ça se compare encore moins avec le James Webb Telescope, puisque le James Webb, lui, travaille essentiellement dans l'infrarouge, alors que Vera Rubin, qui est au sol, travaille dans le visible. Alors maintenant, je vais vous montrer pas mal d'images, en fait, hein, ça va être surtout des images. Ça, c'est la réalisation du miroir, donc où on met des blocs de verre pour réaliser cette grosse galette là, qui après passage au four et refroidissement donne ça. Et puis là, vous voyez, c'est l'outil qui est en train de creuser le miroir tertiaire.
Bon, c'est au début, hein, c'est pas vous pouvez imaginer que la surface est assez rugueuse après ça. Et donc là, il creuse le miroir tertiaire à l'intérieur du miroir primaire. Et ça, c'est les deux miroirs avec l'outil un des outils de polissage. Ça a été fait à l'université d'Arizona. Et là, vous voyez très bien le changement de rayon de courbure entre le miroir primaire et le miroir tertiaire. Alors on va continuer un peu sur le miroir. Là, ce sont des gens qui sont en train de vérifier que le primaire et le tertiaire sont bien coaxiaux. Parce que si c'est pas coaxial, surtout avec F sur D, il y a le 1.25. C'est pas à vous, je vais vous apprendre que la collimation, ça risque d'être compliqué. Ici, c'est le transport du miroir après sa réalisation. Donc, pour transporter un gros miroir en verre comme ça, la solution la plus simple, c'est de l'aspirer avec des ventouses. Voilà, donc c'est un gros système à ventouses qui aspire le miroir par-dessus, et c'est comme ça qu'on a le moins de chances de l'abîmer. Alors le truc bleu, là, c'est un espèce de film plastique particulier, ça s'appelle Opticoat, je crois, qui permet de protéger, c'est comme les films, vous savez, qu'il y a sur les écrans de téléphone quand on vient de les acheter, qui permettent de protéger la surface du miroir. Et ici, ce que vous voyez, c'est la cellule support du miroir, ce qui supporte le miroir. Alors, il faut bien voir que un miroir comme celui-là, c'est quelque chose qui est absolument pas statique. Donc, quand le miroir est au repos, il vient reposer sur des espèces de petits ressorts qui permettent de le garder bien en forme et surtout de le protéger de toutes les vibrations. Il ne faut pas oublier qu'on est au Chili. Et j'avais un collègue qui disait, j'ai pas vérifié le chiffre, mais je pense qu'il a certainement raison, 80% de l'activité sismique de la Terre est au Chili. Donc il y aura des tremblements de terre pendant les 10 ans, il n'y a absolument aucun doute. Donc il faut absolument que le miroir soit bien protégé. Mais sinon, quand le miroir est en opération, il y a tout un ensemble de pistons qui vont soulever le miroir et le maintenir un peu en lévitation, si vous voulez. On va le positionner sur un hexapode virtuel, donc sur un hexagone virtuel, qui est défini par un ensemble de capteurs, de manière à ce que le miroir soit positionné à 1 micron près. Et ça marche. Hein. Il y a eu les premiers tests qui ont été faits là-dessus montrent qu'on n'arrive pas encore tout à fait au micron, mais quasiment. Alors le miroir après réalisation, on l'a posé sur sa cellule avec son gel de protection. Alors la cellule qui tient le miroir, c'est vraiment un instrument en soi. Hein. Il faut bien voir. Je ne sais plus si j'ai laissé la diapo, mais à l'intérieur, c'est bourré de tuyaux, de pistons, de capteurs. C'est vraiment tout un système instrumenté. Et puis là, ça, c'est le transport du miroir. Alors pour rejoindre le Seropacon, il faut passer sous un tunnel. Et je pense qu'en fait, c'est le tunnel qui limite la taille du miroir. Vous voyez, il n'y a pas trop de rab. Et ensuite, le miroir chemine sur la route en terre qui permet de monter jusqu'à l'observatoire Rubin. Ici, vous avez Gemini et ici, vous avez SOHAR. Et ça, c'est une autre vue du tunnel. Alors là, c'est pas le miroir qui est là, mais c'est l'espèce d'énorme gamelle qui sert pour déposer la couche réfléchissante sur le miroir. Et donc, il est un petit peu plus large que le miroir, et vous voyez que ça passe tout juste. Alors ça, c'est le miroir, une fois qu'il est arrivé au sommet, là, vous voyez, il y a Welcome Home. Et le miroir est en train d'être transporté par ce système de ventouse qui le soulève pour l'amener dans sa position finale sur la cellule qui va le tenir pour toute sa vie en fait. Alors ensuite ils ont enlevé la partie bleue, donc on a le miroir là, qui est parfaitement poli, avec un polyoptique, mais qui n'a pas encore sa couche réfléchissante. Alors toujours pareil, vous pouvez voir le changement de courbure entre la partie primaire et la partie tertiaire. La cellule qui était en dessous. Et puis après, il faut le recouvrir d'une couche réfléchissante.
Alors, ce qui a été choisi pour l'observatoire Rubin, c'est une couche d'argent. Et donc, là, cette grosse gamelle vient se positionner dessus et va venir déposer la couche d'argent pour rendre le miroir parfaitement réfléchissant. Ça s'est passé il y a 15 jours. Donc vraiment, c'est des nouvelles fraîches. Donc on commence par mettre une couche de nickel-chrome. Alors le processus complet dure 4 heures. Hein. Et puis finalement, eh bien, la couche d'argent est déposée. Et vous voyez, c'est en une seule passe. Et voilà. Le miroir, vous avez un miroir parfaitement réfléchissant. Ensuite, il y a une autre couche de nickel-chrome qui est posée dessus. Et par-dessus encore, une couche protectrice d'un matériau, alors je ne sais plus ce que c'est, ils vont nous le dire là, le nitrure de silicium, qui permet de le rendre parfaitement solide. Voilà. Et ça, c'est installé dans un des étages de l'observatoire Rubin, et on va refaire ça probablement tous les ans. Tous les ans, on sort le miroir, on nettoie, et on recommence. Voilà. Et voilà. Le miroir terminé. Là, on voit très très bien les deux miroirs. Hein. Et apparemment, ils ont l'air très très contents. Hein. Les gens qui ont réalisé cette argenture, c'est sorti du premier coup nickel. Alors en fait, j'ai appris que c'est pas si nickel que ça, et il paraît que ça c'est dans tous les miroirs de grands télescopes. Je sais pas si vous avez vu au début, quand le miroir n'est pas encore recouvert, il y a des petits endroits qui étaient marqués en bleu, et ça correspond à des petits cracks, des petites fissures dans le miroir. C'est tout à fait normal. Et sur l'argenture, il y a également des petites bulles, et ben ça on vivra avec. Quoi. Voilà. Donc le miroir, avec sa couche réfléchissante, là il sort du four, voilà. Ça c'est le miroir secondaire. Alors lui il a été argenté il y a un peu plus longtemps, hein, ça doit faire 2 ans. Le miroir secondaire qui a une forme, là vous pouvez deviner la forme de ce miroir secondaire, c'est un miroir divergent, hein. C'est une forme tout à fait particulière, asphérique bien entendu. Et alors ce miroir-là, lui en plus il est assez mince parce qu'il va être déformable. Alors l'observatoire Rubin n'a pas une optique adaptative, on ne sait pas faire sur un champ aussi grand. Par contre c'est une optique active. C'est-à-dire qu'entre deux poses, on va être capable de réaligner légèrement le miroir, refaire la collimation, faire le focus de manière complètement automatique. Donc il faut pouvoir, il y a, je sais plus, je crois que c'est 144 pistons qui agissent sur le miroir secondaire pour rectifier sa géométrie et l'amener à quelque chose de parfait. Alors le miroir secondaire, après sa sortie du four, alors c'est la même machine, hein, la machine elle permet de faire les deux, et là c'est pareil, ils étaient vraiment ravis de la qualité, ça a été fait du premier coup, d'avoir cette argenture aussi propre. Alors ça a été réalisé en France, hein, c'est Safran, c'est la lentille L1, donc cette lentille de 1,55 m, vous voyez, très grande, qui va être, c'est la première lentille du système correcteur. Ça c'est le correcteur, une fois qu'il est assemblé, donc la lentille L1, ensuite la L2 est ici, puis la L3 sert de lentilles dans le correcteur et sert également de fenêtre d'entrée pour le cryostat de la caméra, puisque la caméra va être refroidie, le plan focal est refroidi à moins 100 degrés. Donc c'est pour ça qu'il faut un cryostat et qu'il faut obligatoirement avoir une fenêtre en verre devant. Alors la caméra, c'est cet objet. Elle a un champ de quasiment 10 degrés carrés, ça fait un peu moins de 40 pleines lunes, 3,2 milliards de pixels. La résolution est de 0,2 arcs secondes par pixel, hein, sachant que le signe moyen sur le Seropaction c'est 0,6 arcs secondes. Donc vous voyez, 0,2 arcs secondes, ceux qui font de l'astrophotographie savent qu'on est dans les clous. Il y a 189 CCD de science individuels, plus 3 x 4, 12 CCD, là, ceux qui sont dans les coins, qui, je vais vous les montrer tout à l'heure plus en détail, qui vont permettre de jouer sur le tracking,
si on veut traquer, mais en fait, probablement on s'en servira pas, et faire des images en intrafocal et en extrafocal de manière automatique pour pouvoir corriger la collimation. Bon, c'est gros comme une petite voiture en fait, hein, et ça c'est accroché sur le miroir secondaire, tout en haut de la monture du télescope. Alors le plan focal, il ressemble à ça. Les 189 capteurs sont rassemblés dans 21 paniers de 9 capteurs CCD. Et il y a donc chaque CCD c'est 4K par 4K. Bon, il y a des pixels virtuels supplémentaires, mais là, je passe sur les détails. Donc rassemblés dans un panier avec l'électronique de lecture qui est derrière. Et là, le gros challenge, parce que là on parle de CCD, on ne parle pas de CMOS. Le gros challenge, je ne sais pas si vous avez utilisé des CCD à 16 millions de pixels, c'est que c'est très long à lire. Et là, il n'était pas question, comme on fait des pauses de 40 secondes, on fait 2 pauses de 15 secondes et une image toutes les 40 secondes, on ne pouvait pas se permettre de perdre du temps sur la lecture. Donc les CCD ont été réalisés spécialement pour l'observatoire Rubin, en les découpant en 16 voies d'électronique par CCD. Et le fait de découper les CCD en 16 voies et de lire les 189 capteurs en parallèle, on arrive à lire l'ensemble du plan focal en 2 secondes. Et oui, bah voilà, c'est ce que je voulais dire, donc en 2 secondes. Et ça marche, hein, ça fonctionne, ça a été testé, ça fonctionne. Ça complique pas mal les choses, hein, parce qu'il faut quasiment considérer que chacun des CCD, il y a 16 petits CCD individuels dedans, qui ont chacun des gains un petit peu différents, chacun dans leur petite mauvaise humeur, et qu'il faut corriger de manière très précise, et c'est un gros boulot. Alors, les CCD, ils sont très particuliers. Là, vous voyez une matrice de 9 CCD. Bon, déjà, vous voyez que c'est assemblé au pouillème de millimètre près, et il faut absolument que le plan focal soit parfaitement plat, de manière à pouvoir mesurer les déformations des galaxies d'arrière-plan. Je vous ai montré, les déformations sont toutes petites. Donc, si le CCD il est de traviole, ça ne va pas marcher. Donc, je crois que la tolérance est de quelques microns sur la planéité du plan focal. Et ces CCD, ce n'est pas des CCD qu'on utilise habituellement en astroamateur, par exemple, c'est des CCD qui sont optimisés pour être très sensibles dans l'infrarouge. Ici, vous avez une courbe de ce qu'on appelle l'efficacité quantique, c'est-à-dire la probabilité qu'un photon soit détecté, en gros, si vous voulez, et qui est très poussée dans le rouge. Vous voyez, là, ici, on est à 1000 nanomètres, donc on est déjà quand même bien dans l'infrarouge, on a encore 30% d'efficacité de détection. Donc, ils sont optimisés pour aller de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge avec une très très bonne sensibilité dans l'infrarouge. Alors, c'est des CCD particuliers, c'est des CCD qui sont illuminés par l'arrière, bien entendu, et qui sont épais. Et de manière à pouvoir forcer les électrons qui vont être créés dans le CCD à aller sur l'espace de détection, il y a un champ électrique qui est appliqué, de manière à attirer, si vous voulez, les électrons là où il faut. Donc c'est très particulier. Alors ça, c'est le plan focal en cours de fabrication. Vous voyez, ça se fait évidemment dans une salle blanche. C'était assemblé à côté de l'université de Stanford. Et tout le plan focal a été assemblé de manière extrêmement minutieuse. Là, le plan focal est terminé. Et là, vous voyez la bride qui va permettre de mettre le correcteur de champ, hein, qui va venir s'encastrer là-dedans et fermer le cryostat. Et ce que je vous ai entouré ici, c'est les fameux capteurs qui sont dans les coins. Donc il y en a un qui va servir pour le guidage, en repérant des étoiles guides. Enfin, il y en a pas un, il y en a un par coin, donc 4 au total. Et puis on arrive à le voir à l'œil, on voit qu'il y a un capteur qui est un petit peu en retrait du plan focal, et un capteur qui est un petit peu en avant. Donc ça va nous faire des étoiles déformées, ça va nous faire ce qu'on appelle des donuts. Et à partir de l'analyse de ces donuts, on va calculer la correction à appliquer sur l'optique du télescope pour faire une collimation parfaite. Et ça va se faire de manière complètement transparente, bien entendu, au fur et à mesure que l'on fait l'acquisition des images. Une des premières images qui a été prise, là, le fameux chou romanesco, alors ça a été pris avec la technique de la caméra obscure, vous savez, la pinhole caméra. Donc c'est un petit trou d'épingle qui permet d'avoir un objectif à très grande profondeur de champ.
Et donc c'est assez marrant de voir que la caméra la plus sophistiquée au monde a été testée avec l'ancêtre en fait de la photographie pour arriver à ça. Voilà. Alors vous noterez que tout n'est pas parfait. Hein. Là par exemple vous avez un ampli qui est mort. D'autres, il y en a un là aussi. Alors vous noterez que astucieusement ils ont mis sur les bords. C'est pas en plein milieu. La caméra terminée, bah, ça ressemble à ça. Donc l'objectif, le plan focal, il est par là. Ça pèse de 2,5 tonnes. Tout ça, c'est l'électronique, la tuyauterie, le refroidissement, tout le bazar. Là, une jolie photo aussi avec le correcteur de champ et puis la personne qui est devant, là, qui vous donne un petit peu l'échelle. Ça a été assemblé sur un espèce de berceau qui permettait de basculer la caméra dans toutes les directions, de manière à pouvoir intervenir dessus sans abîmer. Et ça, c'est la caméra de vue de face. Alors ici, vous avez le correcteur de champ avec sa lentille. Au fond, là, vous distinguez le plan focal. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des CCD qui ne sont pas tout à fait de la même couleur que d'autres. C'est parce que dans le plan focal, il y a deux types de CCD. Il y a deux fabricants de CCD qui ont répondu à l'appel d'offres. Et donc, bah, on a un plan focal mixte. Alors ça peut paraître ne pas être un petit peu optimal ou plutôt une envie malsaine de chercher des ennuis, mais en fait il n'y avait pas tellement le choix parce que sinon on n'aurait pas eu le temps d'avoir les CCD en temps. Et en plus il y avait quand même un des fournisseurs qui était 2 fois moins cher. Donc ça a contribué. L'ensemble de la caméra c'est 250 millions de dollars. Donc vous pouvez imaginer, j'ai mis les prix tout à l'heure des CCD. Suivant le fabricant, c'est... Hop. C'est après? Ouais, je l'ai passé. Ouais, je me disais aussi, c'était plus la caméra là. Hop, 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 hop. Encore un. Encore un. Ouais, entre 50 000 et 100 000 dollars par CCD. C'est vraiment des choses, c'est des CCD qui sont faits, c'est des pièces uniques, hein, ils sont faits juste pour ce projet-là. Donc il faut quand même des entreprises qui aient les reins assez solides. Donc il y en a une c'est E2V, l'autre c'est ITL, il y en a une c'est une... pardon? Ah, pardon, je sais quoi dire. Voilà, donc la caméra, le plan focal, et puis ici ce que vous voyez sur le coin ici c'est une partie du système changeur de filtre, ça j'en parlais tout à l'heure, et le shutter, l'obturateur de la caméra. C'est évidemment sur ce type de CCD là, c'est des obturateurs mécaniques, les obturateurs électroniques ça fonctionne pas. Alors l'obturateur mécanique, ben voilà, vous voyez, c'est cette espèce de gros rideau là, qui se déplace pouf dans un sens, puis pouf dans l'autre, et en fait il met un certain temps pour se déplacer, et on continue d'accumuler des photons pendant le temps où il commence à se fermer, et puis ensuite on va faire fonctionner dans l'autre sens de manière à avoir toujours un temps de pause qui soit bien stable. Et ça, je crois qu'ils ont prévu sur les 10 ans de fonctionnement, je crois qu'il y a 2 shutters, il y a deux obturateurs, parce qu'au bout de 5 ans, il sera changé à cause des usures de pièces mécaniques. Alors, l'autre point qui est très important, puis c'est important aussi parce que Cocorico, ça a été réalisé en France par les laboratoires de l'IM2P3, c'est le système changeur de filtre. Parce que pour faire les mesures de cosmologie, on a besoin d'avoir les positions dans le plan, mais on a aussi besoin de connaître la distance. Et pour ça, on a besoin de mesurer le décalage vers le rouge. Donc pour mesurer le décalage vers le rouge, normalement, ce qu'il faut, c'est faire des spectres. On fait des spectres, et puis on regarde de combien c'est décalé. Mais sur Vera Rubin, c'est pas possible, parce que c'est trop lent. On ne sait pas prendre des spectres aussi vite. Et puis prendre des spectres comment, avec quoi, sur un plan focal qui fait 65 cm de diamètre, on ne sait pas faire. Vous voyez, on est vraiment à la limite de ce que nous permet de faire la technologie. Et ben on doit se débrouiller avec, on a 6 filtres de couleurs, un peu comme on a en tant qu'astronome amateur dans nos roues à filtres. On a 6 filtres de couleurs, bon c'est pas tout à fait les mêmes, c'est des filtres qui ont des caractéristiques vraiment hyper pointues, et qui vont couvrir de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, dans toutes ces bandes-là. Et avec ces 6 filtres, eh ben, ça va faire une sorte de spectrographe du pauvre, et on va se débrouiller avec ça pour déterminer un redshift. En exploitant les caractéristiques des galaxies, c'est tout un système assez complexe qui permet de mesurer ces décalages vers le rouge, ce qu'on appelle photométriques.
Alors le système changeur de filtre, il est là, hein, vous voyez, c'est une roue à filtre, et on vient, alors là ils viennent de l'enlever, on change le filtre, le robot vient chercher le filtre d'après, le repositionner là. Bon, il faut savoir qu'un filtre ça pèse entre 50 et 70 kg. C'est évidemment d'une extrêmement fragile et extrêmement chère, donc il s'agit de ne pas les casser. Et ça c'est aussi une caractéristique de Rubin, ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Le changement de filtre se fait en moins de 100 secondes. D'habitude, un changement de filtre sur un télescope standard, c'est 10 minutes, 15 minutes facilement. Là, c'est 100 secondes pour faire un changement de filtre. Alors, il y a une autre subtilité aussi. Ici, vous voyez, il y a 6 filtres. Et en fait, on ne peut pas faire tenir 6 filtres sur le barillet. Donc, il y a toujours un filtre qui est en dehors. Donc il y a un système robotisé qui permet de temps en temps, quand on a besoin d'aller changer un filtre, ben on va déposer par exemple le filtre U, puis on va aller charger le filtre G à la place. Les filtres, les voilà là dans leur boîte à filtres. Bon, on voit pas forcément bien, vous pouvez deviner avec la taille des filtres, avec la réflexion de la personne qui est derrière. Bon, vous voyez les différentes filtres qui vont être chargés ensuite dans le chargeur, dans le changeur de filtre. Alors ça, c'est les changeurs de filtre. La vidéo est pas extrêmement bonne. Toc, le shutter s'ouvre. Là, pour l'instant, il n'y a pas de filtre. Le robot va chercher, c'est du temps réel, hein, c'est pas accéléré. Hein. Le robot va chercher le filtre. Alors, il y a tout un système de clamp, etc. S'assurer, est-ce que tu es bien mis? Oui, je suis bien mis. Est-ce que tu bouges? Non, je bouge plus, etc. Enfin, pour s'assurer que vraiment, on ne va pas casser le filtre. On récupère le filtre, on vient le positionner devant le plan focal. Voilà. Alors, petite question à 100 balles, c'est le filtre de quelle couleur? Donc là, là, vous le voyez bleu, c'est un piège. Ça veut dire qu'il laisse passer plutôt le rouge. Ouais. Ça doit être le filtre rouge, mais en fait, il n'est pas vraiment rouge, il est rouge-vert. Voilà. Donc voilà, donc là, en temps réel, vous avez le système de changement de filtre. Il y aura plusieurs changements de filtre chaque nuit. Et puis, de temps en temps, on ira rechercher un filtre qu'on a mis en réserve pour le remettre. Par exemple, quand il y a la pleine lune, on n'observe pas avec le filtre U. Le filtre U, c'est le filtre ultraviolet. Ça donne rien. On va plutôt aller observer dans l'infrarouge. Par contre, dans une nuit sans lune, on va plutôt mettre les filtres G, le filtre qui est plutôt dans le visible, ou le filtre ultraviolet. Donc il y a toute une stratégie pour optimiser l'observation. Alors ça, c'est la monture. Alors ça, c'est une vidéo que j'ai faite quand j'étais au Chili. Et je suis à 5 mètres de la monture. Et ça se déplace comme ça, c'est 350 tonnes là qui se déplacent. Ouais, le à la vache, je crois qu'on l'entend si vous prêtez attention à la vidéo. C'est absolument hallucinant à voir. Et c'est monté sur une piste d'huile, oui, bien sûr. Ouais. Et si vous avez l'œil exercé, vous pouvez regarder ici, il y a un petit truc là que vous devez connaître. C'est un petit Ritchie chrétien. Bah, j'aimerais bien l'avoir. Et parce que actuellement, pour faire les tests sur la monture, comme à cette époque-là, ça date d'1 an, il n'y a pas de miroir. Les miroirs sont pas encore prêts. Mais on veut quand même tester la monture et tester les modèles de pointage. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit télescope en parallèle sur la monture, et puis on fait des images avec une caméra CCD du commerce. Alors il y a 3 caméras, il y a une caméra super rapide, une caméra à champ moyen, une caméra à grand champ. Voilà, donc le Vera Rubin Observatory prend déjà des images du ciel, et tiens, j'ai oublié de vous la mettre, mais j'aurais dû vous la mettre. On a une petite vidéo où vous voyez le télescope qui va pointer une étoile. C'est juste hallucinant. Et c'est pile poil. Ouais. C'est très rapide. Ouais. Et le Ritchie chrétien, il est quelle taille? Bon, ça doit au moins être un 250, au moins, si ce n'est un 300. On ne peut pas accéder aux images du Ritchie chrétien, là, ils ne savent plus quoi en faire après. Elles sont pas extraordinaires, hein. Franchement, ça font pas encore rêver. Hein.
Ça fait rêver dans le sens où on voit que cette monture de 350 tonnes est capable de pointer directement en quelques secondes. Ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Ça, c'est la salle de contrôle. Personnellement, je viens de la physique des particules. Avant d'être dans le Vera Rubin Observatory, j'étais dans la physique des particules. Je l'ai trouvé un petit peu décevante. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut. C'est une salle de contrôle, voilà. Elle est au sommet du Cerro Pachón. Petite caractéristique intéressante, c'est qu'il y a une réplique complète, un clone de cette salle de contrôle qui est à La Serena au niveau de la mer. Donc ça permet d'avoir des équipes qui sont dans des conditions quand même plus favorables pour travailler. Parce que bon, là, on est à 2700 mètres, on s'habitue à 2700 mètres. Le problème, c'est que c'est très très sec. Hein, il doit y avoir 15% d'humidité relative. C'est pas des conditions qui sont très très faciles pour travailler. Donc c'est bien d'avoir deux équipes qui travaillent en parallèle, qui sont en liaison permanente par visioconférence pour travailler. Donc voilà, l'observatoire Rubin, qui était en finalisation de construction l'année dernière, le Gemini Sud, le SOAR, et ici, ça fait partie de l'observatoire Rubin. Ici, vous avez un DIM, un Differential Imaging, je ne me rappelle jamais, un système qui permet de faire deux images d'une étoile, et à partir de là, de déterminer la turbulence atmosphérique, de déterminer le signe. Et ici, c'est un télescope, c'est ce qu'on appelle le télescope auxiliaire, qui est également un Ritchey-Chrétien de 1,20 m de diamètre, sur lequel il y a un spectrographe, et qui va fonctionner en parallèle de celui-ci, de manière à prendre des spectres d'étoiles, pour mesurer en temps réel la teneur en humidité et en aérosol de l'atmosphère. Ce qui permettra de faire des corrections sur les mesures photométriques du grand télescope. Comment est géré l'air de l'eau Comment est géré quoi? L'air de l'eau, ça commence à devenir gênant. Hein, ouais, ça devient gênant, mais je crois qu'on l'évite. Hein. On pointe à côté, en fait, essentiellement. Alors, j'en arrive à la fin. Donc, plutôt les programmes d'observation. On a une double pause toutes les 40 secondes, ça je vous l'ai déjà dit. Toutes les nuits, pendant 10 ans. Il y a 15 téraoctets de données chaque nuit qui sont acquises. Ça, c'est juste les données ciel. Hein. Il y a des données calibration aussi. Hein. Il y en a beaucoup. Chaque zone du ciel sera photographiée au moins 800 fois au cours des 10 ans d'exploitation. Donc, vous pouvez imaginer la quantité de données que ça fabrique. Alors, il y a deux grands programmes d'observation. Il y a le large, où tout le ciel du Chili est photographié à peu près une fois toutes les 3 nuits. Toutes les 3 nuits, on a photographié tout le ciel. Et le profond, où certaines zones sont photographiées plusieurs fois par nuit. Et on revient régulièrement sur les mêmes zones, ce qui permet d'aller très très loin. Et en plus, ça permet de comparer les images que l'on prend par rapport à des images de référence et d'observer tout ce qui a changé. Donc ça, si vous voulez, vous avez un programme d'observation où on va essayer de cartographier l'ensemble des galaxies que l'on peut voir dans le ciel. Et un autre programme d'observation où on va regarder tout ce qui change d'une nuit à l'autre. Et ça va générer 10 millions d'alertes par nuit. Les comparaisons sont faites hein, et les alertes sont émises au maximum 60 secondes après la prise de vue. C'est pareil, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait à cette vitesse-là. C'est-à-dire que tout ce qui change jusqu'à des objets de la magnitude 23, on va le voir. C'est pour ça que ça fait 10 millions d'alertes par nuit. Vous pouvez imaginer que 10 millions d'alertes par nuit, il faut tout un système de classement, de filtrage, etc. pour que ça soit exploitable. Et on a pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus. Donc Rubin va générer un flot d'alertes. Ce flot d'alertes va être capté par ce qu'on appelle des brokers. Il va y avoir 10 brokers à travers le monde qui vont être chargés de récupérer ce flot, de l'analyser, éventuellement de l'enrichir avec d'autres observations et de régénérer des alertes qui sont classées et utilisables pour la science. Donc l'observatoire Vera Rubin, c'est non seulement une machine pour explorer l'évolution de l'univers et faire de la cosmologie, mais c'est également une super machine pour détecter les phénomènes transitoires.
Et le phénomène transitoire, ça va d'astéroïdes. Globalement, tout astéroïde existant d'une taille je sais pas, supérieure à une quinzaine de mètres sera détecté. S'il y a une 9e planète, l'observatoire Rubin sera très très bien placé pour la voir. Et ça peut être des supernovas, bien entendu, ça c'est très intéressant, et certaines de ces supernovas sont également intéressantes pour faire de la cosmologie et sonder l'univers profond. Étudier les coalescences d'étoiles à neutrons, ce qu'on appelle les kilonovas, éventuellement en liaison avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles qui auront détecté ces coalescences d'étoiles à neutrons par émission d'ondes gravitationnelles. Donc il y a tout un programme sur les phénomènes transitoires, et on espère, avec la quantité de phénomènes transitoires que l'on va observer, et le fait qu'on va observer le ciel dans sa globalité, on espère vraiment trouver des choses intéressantes et peut-être des choses totalement nouvelles et inédites. Alors au niveau de l'informatique, j'en dis quand même un petit mot, parce que 40% des données vont être traitées en France à Villeurbanne, dans ce type de supercalculateur. Donc c'est des milliers d'ordinateurs, une capacité de stockage colossale. Il faut réaliser qu'au bout de 10 ans, avec toutes les images, mais aussi toutes les calibrations, enfin toutes les données qui seront traitées, processées, les données intermédiaires, on aura 2 millions de téraoctets de données qui ont été processées. Voilà. Donc les autres sites, il y aura une partie des données qui seront 35% qui seront traitées aux États-Unis et 25% en Grande-Bretagne. Alors, planning de mise en route de l'observatoire. La grande caméra sera au sommet le 15 mai 2024. Donc, vous voyez, elle doit être... je ne sais pas si elle est dans l'avion, mais elle est peut-être sur le tarmac, je ne sais pas. Les premiers photons avec la petite caméra, ça j'en ai pas parlé, mais avant que la grande caméra soit installée, on a une petite caméra sur laquelle on a rajouté tout un tas de contrepoids de manière à ce qu'elle ait les mêmes caractéristiques que la grande caméra. Alors, quand je dis petite caméra, elle fait quand même 144 millions de pixels. C'est un panier, un 9 CCD, qui est déjà installé, et elle va voir ses premiers photons sur le ciel fin juillet 2024. Donc peut-être, certainement, il y aura déjà des belles images sur le ciel vers le mois d'août. Voilà. L'installation de la grande caméra sur le télescope est prévue le 11 novembre 2024. Les premiers photons avec la grande caméra 3 janvier 2025. Et la première lumière officielle, c'est-à-dire la date à laquelle on est capable de faire une belle image, si vous voulez, du ciel, le 26 mars 2025. Le run de validation scientifique sera à partir du 20 mai 2025, avec le démarrage officiel du grand relevé SST en juin 2025, donc de l'année prochaine. Donc là, on touche vraiment le bout. Et personnellement, je suis assez confiant de ce calendrier-là. On a pris énormément de retard. La crise Covid a eu un impact absolument terrible au niveau de Rubin. La boîte, par exemple, qui faisait la société qui faisait le dôme a fait faillite. Il a fallu tout reprendre de zéro. On a pris 2 ans de retard avec tout ça. Donc ça a été très compliqué, mais là, je pense qu'on tient le bon bout s'il n'y a pas de catastrophe. Et je voudrais terminer là-dessus. Alors ça, c'est une image qui n'est pas de Rubin, parce que ça n'existe pas encore, mais c'est une caméra du télescope Subaru avec une caméra qui s'appelle Hyperspectrum. Et ici, tous les points que vous voyez ici, c'est pas des étoiles, hein, c'est des galaxies. Et ça, c'est un tout petit champ, hein, c'est un champ à la Hubble, si vous voulez. Hein. Tout petit champ de galaxies, avec une profondeur en magnitude qui est équivalente à celle de Vera Rubin. Donc, quand on aura terminé le programme Rubin, on aura l'ensemble du ciel austral qui sera photographié avec cette résolution-là. Voilà. Et je ne sais pas si je serai encore l'occasion de revenir au RAP pour vous parler de ça, mais donc en gros dans 11 ans. Et voilà, j'ai fini. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Oui, attendez, ça a été là-bas en premier, excusez-moi. Avec du coup des filtres largement, comment on fait pour mesurer des matchs? Alors justement, on essaye on va comparer la quantité de lumière dans les différents filtres.
dans les 6 filtres. Et ça, on va comparer par rapport à des... en anglais, on dit ça des templates, je ne sais pas comment on dit en français, hein, des modèles de différentes galaxies. Et à partir de là, de manière statistique, on va être capable de mesurer un décalage vers le rouge. Alors ça marche bien, ça marche pas mal, mais de temps en temps, on a ce qu'on appelle des redshifts catastrophiques. C'est-à-dire, par exemple, on a une galaxie qui est à redshift 0,2 et on la mesure à 3. Donc, bon, bah, faut faire avec. Hein. C'est la science, c'est souvent affaire de compromis. On ne peut pas faire des spectres, donc on fait au mieux avec ces filtres. Voilà. Madame ? Si vous détectez un truc intéressant, vous envoyez James Webb ou un truc... Exactement, oui, exactement. Après, il y aura des programmes partenaires pour aller faire des spectres, par exemple sur les supernovas, si on veut avoir des courbes de lumière très très précises, ou s'il y a une kilonova, il y aura d'autres télescopes qui prendront le relais. Alors moi, ma question, j'ai peut-être raté quelque chose, c'est par rapport aux data Ouais. générées, même une fois qu'elles sont processées, Ouais. il reste des millions de milliards de terras, de je sais pas quoi. Ouais. C'est quoi le but en fait? C'est juste d'avoir une banque de données du ciel. Exactement, ouais. Revenir plus tard et dire on va voir comment ça évolue. Alors cette... des IA pour détecter des choses. Parce que vous avez parlé d'alerte, mais je suis pas sûre. Alors, il y a deux choses. Il y a les alertes, ça c'est une chose. Ça va relativement vite. On a l'alerte 60 secondes après. Et après, il y a un processus qui va prendre entre 60 secondes, si vous voulez, et quelques jours pour classer cette alerte et dire c'est une étoile variable de ce type-là, c'est TCRB qui a explosé dans la couronne boréale. Enfin, la TCRB dans la couronne boréale, à magnitude 2, le télescope, il sera complètement... l'image sera foutue. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Et pour le relevé du ciel, le grand relevé du ciel, là, le but, ça va être de faire vraiment une cartographie. Donc, toutes les images vont être analysées avec précision et on va déterminer finalement un petit nombre de paramètres. On va regarder quelle est la magnitude de l'objet, enfin la luminosité de l'objet dans les différents filtres. Ça va nous donner une première information qu'on va pouvoir réutiliser par la suite, par exemple, pour mesurer les redshifts, les décalages vers le rouge. On va mesurer la position des galaxies. Et ça, c'est très très important, parce que déjà, à partir de la position des galaxies, en analysant de manière statistique les angles qui séparent les différentes galaxies, on est déjà capable de faire de la cosmologie. On va, qu'est-ce qu'on va faire encore? Je vous ai parlé tout à l'heure ce que j'ai appelé l'antillage gravitationnel. J'aime pas trop ça en français, ça fait un peu bizarre, mais les toutes petites déformations dues à cet effet de l'antille gravitationnel à cause de la matière qui se trouve entre nous et la galaxie, ça va induire des toutes petites déformations. Donc on va mesurer la forme des galaxies. Donc en gros, on va mesurer des ellipses, hein, et puis on va dire, cette ellipse, elle a telle et telle caractéristique. Et à partir de là, on va enregistrer tout ça dans une gigantesque base de données. Au bout de 10 ans, cette base de données fera 20 pétaoctets de données, donc 20 000 téraoctets de données, je m'y perds, qui contiendra chacun des objets qui ont été détectés dans le ciel et toutes les caractéristiques. Et à partir de là, c'est à partir de ça qu'on fait de la science, en fait. Les équipes scientifiques vont analyser ces données et essayer d'en déduire quelque chose. C'est compliqué pour un cerveau humain d'analyser tout ça. Il n'y en a pas qu'un, hein, il y a pas mal d'humains. Vous avez parlé d'IA, il y a un peu d'IA aussi, mais enfin bon, on fait très attention avec l'IA, hein, c'est de l'IA contrôlée en quelque sorte, mais après c'est des programmes informatiques assez complexes qui permettent d'analyser tout ça. Ouais. Justement, pour rebondir sur ce sujet, je pense que la quantité de données générées, les alertes automatiques, il y a sans doute un travail en intelligence artificielle, côté recherche, qui doit être aussi conséquent que côté physique. Et c'est surtout en France, est-ce qu'il y a des partenaires académiques là-dessus? Tout à fait, oui. J'ai pas mal de collègues qui travaillent sur ces aspects, justement, traitement de données, IA, etc. Un peu partout, il y en a à Grenoble, il y en a à Paris, à Marseille, tout le monde, en ce moment, tout le monde fait de l'IA. Les données vont arriver sur le data center à Villeurbanne, les chercheurs vont se regrouper pour les... Voilà. Il n'y a pas qu'à Villeurbanne. Hein. L'essentiel de l'accès aux données se fera sur des serveurs américains. Alors, ça, j'en ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus. Ce projet est un projet américain avec une très forte collaboration du Chili. Et
il se trouve que pour tout un tas de raisons historiques, sociologiques, etc., la France est aussi constructeur de l'Observatoire Rubin. Mais c'est le seul pays hors Chili, hors US, qui est constructeur de l'Observatoire. Avec la contribution, une contribution à l'achat des CCD, et une contribution pas une contribution, une pleine responsabilité du système changeur de filtre. Donc la France est constructeur là-dedans. Mais l'essentiel de l'exploitation des données, tout ça sera concentré aux États-Unis. C'est Sevran, et Sevran c'est une multinationale. Sevran? C'est Sevran? Safran, pardon. Ah, Safran, non, Safran c'est la grande lentille, et ça c'est encore différent. Ouais. Oui. Ouais, Tom, hein? Du coup, toutes ces données-là, au bout de 10 ans, il y aura une belle base de données. Ouais. Est-ce qu'un jour, ce sera public? Alors, officiellement, les données sont publiques, enfin, sont publiables, peuvent devenir publiques 2 ans après que les catalogues aient été produits. C'est-à-dire, si vous voulez, on prend les données. 1 an après, on fait un grand catalogue avec toutes les galaxies qu'on a observées. On attend 2 ans, au bout de ces 2 ans, ça devient public. Le problème, c'est qu'avec je sais pas combien de pétaoctets de données, il faut qu'on ait un centre qui soit capable de les distribuer. Et ça, pour l'instant, c'est pas financé au niveau de l'Observatoire Rubin. Aux dernières nouvelles, il y a les Canadiens qui ont le centre de calcul qui exploite les données du CFHT, qui se sont positionnés pour distribuer les données. Alors par contre, il y a tout un programme de diffusion des connaissances vers le grand public, avec des lots de données, des lots d'images qui seront distribués pour la communauté, en fait, pour les astronomes amateurs qui sont vraiment pris en compte dans le projet, surtout au niveau US, et pour les professeurs. Donc il y aura des programmes, ça fait partie des choses qui sont financées dans le cadre de l'Observatoire Rubin. Oui? Est-ce que la sensibilité, du fait d'avoir une récurrence d'observation, va pouvoir permettre par exemple la découverte d'exoplanètes? Alors c'est pas trop fait pour ça. Alors il y a un cas où en effet on peut observer des exoplanètes. Ça sera dans les alertes dont j'ai parlé là tout à l'heure. Dans les 10 millions d'alertes par nuit, dans certaines situations, on peut avoir un alignement de planètes qui fait qu'on a une lentille gravitationnelle qui apparaît, avec un renforcement de la luminosité qui est très caractéristique. Et donc là, ça sera une façon indirecte d'observer des exoplanètes, mais le télescope n'est pas vraiment fait pour ça. Oui, Christophe? Tu as un miroir primaire et un tertiaire qui sont faits l'un dans l'autre. Il n'y a pas de bafflage entre les deux. Il n'y a pas de bafflage? Non. Résultat, si on imagine qu'on peut avoir des rayons avec des angles un peu foireux, d'étoiles brillantes qui pourraient générer des parasites et tout ça. Oh là là, oui, mais alors là, ça c'est c'est amusant parce que, comme j'ai dit, je suis arrivé dans l'astrophysique sur le tard. En fait, avant, je faisais plutôt la physique des particules. Et j'étais astronome amateur avant d'être astrophysicien. Et quand j'ai vu les premières images, par exemple du CFHT, le Canada France Hawaii, donc qui est installé à Hawaï, c'est un 3,60 m à Hawaï, et quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est absolument abominable. Il y a des défauts dans tous les sens, il y a des parasites dans tous les sens, il y a des ghosts, il y a des réflexions parasites, c'est absolument épouvantable. Alors, ça sera beaucoup moins pire sur l'Observatoire Rubin, mais il y aura effectivement, c'est inévitable, sur un télescope qui a ces caractéristiques-là, il y aura des images parasites. Et donc, ça, on va en tenir compte. Dans la mesure du possible, on va les corriger. On va corriger au niveau de l'informatique, après du software, des systèmes qui vont permettre de corriger ça de manière à rendre des images beaucoup plus exploitables. Mais il y aura des parasites, effectivement. Et une deuxième question, là il y a un shutter devant le capteur. Sur des passages, par exemple, de l'ISS, des passages d'avions, des passages de satellites.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à la multiplication des satellites? Alors il y a tout un programme, il y a tout un travail qui est fait, il y a tout un groupe de travail en fait qui est en place, et le parti pris qui a été pris par Rubin a été de négocier avec les fabricants de satellites, et notamment avec Starlink. Donc il y a des accords entre Rubin et Starlink. Et si les Starlink ont diminué de brillance par rapport à il y a quelques années en arrière, on peut dire merci à Rubin. Parce qu'il y a vraiment eu un travail commun avec les ingénieurs de Starlink pour les rendre moins brillants. Alors, le but, c'est d'arriver à avoir des satellites qui sont moins brillants que la magnitude 7 dans la plupart des configurations. Ceci dit, un satellite de magnitude 7 qui passe devant l'observatoire, devant le télescope, on voit parfaitement sa trace. Et ça, c'est particulièrement gênant pour la recherche d'astéroïdes. Parce que les astéroïdes, tout ce qui est physique planétaire, tout ça, ça se fait après le coucher du Soleil ou avant le lever du Soleil. Et donc, pendant cette période-là, il y a une période où il y aura un satellite par image, voire 10 satellites par image. Alors, s'ils ne sont pas trop brillants, on arrive à les soustraire. Donc, on masque, en gros, la zone qui a été couverte par le satellite. Par contre, s'ils sont très brillants, hein, les trucs genre, comment ça s'appelle là, les Blue Sky, je sais plus quoi. Ces satellites, c'est des grandes antennes pour faire de la téléphonie depuis le sol jusqu'à l'espace. Et ça, c'est des trucs ça brille quasiment comme Vénus. Et là, quand ça passe dans le champ de l'SST, l'image est foutue, quoi. Et les avions? Alors les avions, il y a des accords de no-fly zone autour des observatoires au Chili, donc c'est pas trop un problème. Alors la conclusion de ce groupe de travail sur les satellites, c'est ça va, on s'en accommode. Et ils n'auraient pas la possibilité de prévoir le passage d'un satellite dessus, et puis du coup de décaler de quelques secondes la pause de façon à... Alors ils ont regardé. Qui passe et, Ils ont regardé, donc pour les satellites les plus brillants, c'est quelque chose qui est faisable, c'est-à-dire d'interroger la base de données et corriger le pointage du télescope. Par contre, c'est pas possible pour l'ensemble des satellites, et particulièrement au lever et au coucher du soleil, ça c'est juste pas possible. Il faut faire avec. Et puis continuer de travailler avec les fabricants de satellites. Il y a également il y a l'Europe très prochainement là qui va sortir la loi spatiale. J'ai eu l'occasion de travailler dans un groupe du travail du CNRS pour fournir des informations pour la loi spatiale. On peut espérer que l'Europe mettra des contraintes assez sévères sur la brillance des satellites. Bon, maintenant, je crois que malheureusement, il faudra qu'on vive avec, quoi. Mais c'est très embêtant, c'est clairement très embêtant. Alors après, quand vous êtes en plein milieu de la nuit et que vous regardez au zénith, pour l'instant ça va. Pour l'instant. T'es dans le monde de la Terre. Ouais. Alors, justement, ce qu'il faudrait absolument préserver, et ça fait partie des recommandations qui ont été émises par le groupe de travail pour l'Europe et puis par Rubin aussi, une des recommandations qui a été émise, c'est limiter au maximum l'orbite à 1200 km par exemple. 1200-1500 km. Ça, c'est une catastrophe, parce que là, les satellites, on les voit quasiment toute la nuit. Et en plus s'il y a un incident, ils ne redescendent pas. Enfin, je veux dire, s'il y a un satellite s'il y a un impact ou autre, ça... Voilà, donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui est pris en compte avec des groupes de travail. Et pour l'instant, il faut reconnaître que Starlink a l'air d'être assez coopératif. Bon, après, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura les constellations chinoises, des constellations européennes, des constellations... Tu as dit 10 ans, ouais. Qu'est-ce qui va devenir après? Ouais. Et l'autre question aussi, c'est un James Webb ou un Hubble, il y a des comités de décision par rapport à des demandes de prise de vue d'astrophysiciens qui disent j'aimerais avoir telle cible, machin, etc. Vers Rubin, il y a un programme qui est très cadencé.
Est-ce qu'il y aura aussi d'autres observations connexes spécifiques qui pourraient entrer en ligne de compte, et puis qu'est-ce qui deviendra 10 ans après ça? Alors, oui, alors Vera Rubin, fonctionne en mode vraiment ce qu'on appelle relevé, surveillé en anglais. Hein, donc, c'est-à-dire, on a un programme et on déroge pas. C'est-à-dire, on prend cette zone-là du ciel, cette zone-là du ciel, cette zone-là du ciel, etc. Et ça, c'est même calculé des années à l'avance. Hein. Donc, on suit le programme et on bouge pas. Bon, par contre, il y aura ce qu'on appelle des Target of Opportunity, ce qu'on appelle les TOO. C'est-à-dire, par exemple, vous imaginez, les détecteurs d'ondes gravitationnelles observent un truc absolument fantastique. Il faut avoir du suivi tout de suite. Dans ce cas-là, hop, il y a un message qui est envoyé à Rubin, et là, on a la possibilité d'interrompre le programme pour orienter le télescope vers cette zone-là. Il faut voir, par exemple, que pour la localisation des sources d'ondes gravitationnelles, Rubin est absolument excellent. Parce que, par exemple, si vous avez 30 degrés carrés d'incertitude sur l'origine d'une onde gravitationnelle, Rubin trouve ça en 3 pauses. Hein, en 120 secondes, c'est fait. C'est plié, on sait où aller jusqu'à la magnitude 23. Donc, c'est quand même quelque chose de très, 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 très puissant. Maintenant, des scientifiques qui viendraient pour proposer un programme particulier, a priori non. Alors il va y avoir quelques programmes là, qui sont en cours de décision actuellement, qui vont être faits plutôt au début du relevé, où il va y avoir quelques programmes particuliers, mais c'est vraiment marginal. Et après les 10 ans, bonne question, là pour l'instant c'est complètement ouvert, il y a des gens qui commencent à discuter un petit peu ça. Donc par exemple, je sais qu'il y a des projets pour mettre un spectro dans le plan focal de LSST, enfin de Vera Rubin. Maintenant, vous avez peut-être entendu parler du projet DESI, D-E-S-I, Dark Energy Spectroscopic Instrument. C'est un télescope de 4 mètres, avec un plan focal qui est plus petit que Rubin, mais qui est quand même déjà pas mal. Et le plan focal, il y a 5000 fibres optiques qui sont positionnables par des micro-robots. Donc le jeu, c'est d'aller positionner les 5000 fibres optiques sur 5000 galaxies, ou 5000 galaxies quasars, etc., et de faire 5000 spectres en parallèle. Alors, il y a la DESI, c'était aux États-Unis, hein, c'est en Arizona. Il y a eu un autre projet qui était précurseur avant, qui était le SDSS, au Nouveau-Mexique. En Australie, j'en ai pas connaissance, mais peut-être, c'est possible en effet qu'il y ait, je suis pas... Donc il y a des projets de ce type-là, mais c'est vraiment... Bon, on sent bien que les gens qui sont à la tête du projet actuellement, là pour l'instant, le focus, c'est de faire marcher le truc. Et après, on pensera à ce qui se passe dans les 10 ans. Mais c'est clair qu'au bout de 10 ans, on ne va pas le jeter. Hein. Enfin, je crois pas. Dans 10 ans, il y aura l'ELT. Le LT, mais là, pareil, un ELT, c'est très grande focale, tout petit champ. Hein, pensez bien, Rubin, il faut vraiment penser grand champ. C'est vraiment un grand angle. F sur D égale 1,25. C'est vraiment un champ absolument phénoménal. Voilà.